Je dis un mot pour dire que comme il y a eu un effet pastèque pour Inès et Noélie, j'ai eu un effet Catherine Dorion il y a quelques années, en découvrant d'abord des slams dont on va parler, qui sont qu'on peut voir sur YouTube, La Révolution amoureuse et nous, et que depuis on est entré en contact. Et puis donc Catherine était intervenue une première fois il y a 2 ans nous faire un petit slam à l'occasion des menstrueuses. Vous avez vu, il y a eu 2 fois des opérations comme ça sur les menstruations, organisées notamment par Héloïse Morel, Marion Coville et Stéphanie Tavoie. Et donc, elle nous avait fait un slam qu'on peut toujours voir, donc je vous incite à regarder. Et puis, l'année dernière, pendant Bruit de Langue, elle était intervenue. On avait fait une soirée en lien avec le Méta, Café de la Pensée, voilà. Déjà animé par Amanda et Mallory. Et voilà, et donc on est très heureux et heureuse de pouvoir accueillir cette année Catherine en vrai. Ben, moi aussi, je suis heureuse. Faut que je parle maintenant. Faut que je dise ça. C'est à vous. Hein. Vous allez me présenter. Mais moi, je vois pas les gens derrière. Je peux-tu m'asseoir sur le dossier? Les pieds sur le canapé, moi, ça me gêne, mais bon. Non, mais j'ai mis ma chemise. Hein, vous voyez, ça sera même pas... tout va être parfait. Ouais, là, c'est mieux. Ok, donc bonjour à tous et à toutes. Bonjour Catherine Dorion. Donc vous êtes artiste et politicienne. Vous avez publié Les luttes fécondes en 2017, Ce qui se passe dehors en 2018, et vous avez aussi un recueil de poésie intitulé Même s'il fait noir comme dans le cul d'un ours. Et vous avez également été députée de 2018 à 2022 dans la circonscription de Taschereau. Donc, avant de parler de votre rapport à l'écriture, est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter votre parcours politique, vos engagements, comment il s'est manifesté et comment vous en êtes arrivé à vous présenter en tant que député? C'est une drôle d'histoire qui a commencé avec... En fait, moi, j'ai fait le Conservatoire d'art dramatique à Québec. Je viens de Québec. J'ai été députée au centre-ville de Québec aussi. Je me suis vraiment enracinée là. Puis j'étais donc comédienne, actrice, autrice. Je faisais toutes sortes de trucs. Je faisais du slam, du spoken word, plein de trucs. Puis c'était toujours des thèmes engagés, sociopolitiques, sur plein d'enjeux. Puis... Donc, j'étais une des rares, en sortant de l'école de théâtre, je suis sortie en 2004, j'étais une des rares qui faisait des trucs politiques. C'était considéré comme un peu lourd, un peu plate, un peu passé date même. Ça faisait années 60, Boulamite, tout ça. Moi, c'était des thèmes qui me touchaient vraiment beaucoup. Fait que je suis partie, j'ai fait des créations théâtrales, des trucs de littérature orale et tout, autour de thèmes sociopolitiques. Puis, donc, j'étais une des rares dans mon milieu artistique à faire ça. Mais il y avait près de moi, mais qui n'était pas dans ma gang, plein de militants qui faisaient des manifs, qui faisaient des mobilisations, qui faisaient des trucs super intéressants, mais qui n'étaient pas mes amis encore. Puis que je trouvais un peu, sans jugement, parce qu'il y a des gens extraordinaires comme il y a des pourris, là. Je veux dire, c'est le monde, c'est fait comme ça. Mais je trouvais qu'en général, les créations qu'ils faisaient pour politiser les masses, mais disons en commençant par les jeunes, les femmes, tout le monde, manquait d'art, manquait de passion, de juteux, d'épicé, que ça donnait envie de bailler un peu, d'aller à leurs assemblées générales, puis d'essayer de s'impliquer. Puis je me disais, mais les gens qui ont vraiment une énergie à mettre vont arriver là, puis vont dire, ah, mais c'est ronflant, là, le truc des tours de parole, puis comment on fait pour s'impliquer, pour brasser les choses autrement que à travers cette culture-là qui est, à mon avis, plutôt délétère pour la lutte comme énergie, tu sais. Fait que je me suis dit, j'ai pas vraiment envie de pénétrer ce monde-là, mais en même temps, on dirait que c'est là que ça se passe. Fait que faire? Parce que moi, dans mon monde artistique, les gens faisaient des shows, par exemple, sur la Palestine, ce qui est super, mais ce qui était pas nous au Québec. Qu'est-ce qu'on vit en ce moment? Quelles sont les oppressions, tu sais? Ou des shows sur des histoires très individuelles qui étaient, moi, mon problème à moi, c'est telle chose, donc j'ai fait un show là-dessus, tu sais. Puis là, je me suis dit, je vais essayer ça. Je vais essayer d'aller en politique, je vais regarder. Est-ce que je parle trop vite? Comprenez-vous mon accent? Il y en a ceux qui comprennent pas lever la main. Ils seraient trop gênés, il faudrait que je fasse l'inverse. Ceux qui comprennent lever la main, mais là, après, c'est pas bon. OK. Fait que, donc, j'ai dit, je vais l'essayer pour voir aussi parce que j'aime vivre des expériences nouvelles, puis je me suis dit, ça va être drôle, ça va être différent. Fait que je me suis engagée dans un petit parti politique dans lequel j'avais aucune chance d'être élue, ce qui était tant mieux pour moi parce que ça me tentait pas du tout de me ramasser avec ces gens. Fait que là, j'étais dans un petit parti politique qui a
indépendantiste. L'indépendantisme au Québec a une super belle tradition de gauche, de retour au local, de décider localement. Bon, dans les dernières années, avec les nationalistes de droite, ça s'est un peu mélangé, malheureusement. Mais je reste indépendantiste et l'indépendance du Québec un jour arrivera. Fait que, ceci dit, je me suis engagée dans un petit parti indépendantiste de gauche qui n'avait pas de chance de faire élire personne. Et à un moment donné, ce parti-là a fusionné avec un parti de gauche plus grand, écologiste, qui avait de l'allure, puis qui, lui, avait déjà des élus. Fait que j'ai continué à me présenter, puis là, j'ai été élue en 2018 au centre-ville de Québec. Après une campagne qui était très artistique. Les artistes étaient très engagés. Il y avait les pancartes électorales avaient toutes été trafiquées pour en faire des œuvres d'art. Fait qu'il y avait des Catherine Dorion Batman, des Catherine Dorion concombre avec une couronne. Je sais pas pourquoi, mais l'artiste avait. Fait qu'il y avait une décentralisation dans les décisions de cette campagne-là pour dire chacun doit créer. Les gens qui s'impliquent doivent s'emparer de ça. T'sais. Fait que je suis arrivée comme députée un peu comme une extraterrestre, amenée là par des gens qui, d'habitude, font pas vraiment de politique. Puis c'était très coloré, très éclaté. Fait que mon mandat, je pouvais pas ne pas le faire comme ça non plus. Mais là, j'arrivais sur une nouvelle scène, la scène médiatique, qui est pas du tout la scène culturelle. Puis là, je fais un petit aparté avant qu'on rentre dans les luttes fécondes, mais ce que je conclus de mon mandat de 4 ans, c'est que, c'est très dangereux pour la santé mentale, mais il faut le faire quand même. Moi, j'ai décidé de faire 4 ans parce que j'aurais pas pu plus longtemps, mais parce que j'ai tout donné, mais quand même, c'est un vrai terrain de lutte psychologique. C'est pas des blagues, là. C'est une guerre psychologique quand tu décides de frapper pour vrai là où ça peut toucher le pouvoir. Et la deuxième affaire, c'est que, en fait, l'art et les milieux culturels sont un peu à l'image de ce que... Quand il y a eu le G7 à Québec, une grande rencontre des chefs d'État du G7 à Québec il y a quelques années, puis pour ne pas que les manifestants soient dérangeants, ils ont eu une super idée, l'État, le gouvernement, ils ont décidé de faire un enclos à manifestants près de l'endroit dans Charlevoix où se passait la rencontre. Donc là, c'était un grand endroit là, entouré d'une clôture, cerné de policiers, puis il fallait passer un espèce de checkpoint pour y aller, où là, tu avais le droit de t'exprimer comme tu voulais, puis là, tu pouvais manifester, tu pouvais être en colère, c'est bienvenu, allez là-dedans. On a appelé ça l'enclos à manifestants. Beaucoup de monde ont ri de cette idée complètement conne, mais j'ai l'impression que le milieu culturel, le milieu artistique, c'est un peu comme ça. À l'intérieur des zones culturelles, artistiques, vas-y, liberté, dis ce que tu veux, tu peux aller loin, tu peux être radical, tu peux exprimer des choses qu'on n'a pas le droit d'exprimer normalement, mais là, c'est parce que c'est de l'art. Mais quand t'en sors, non, par exemple. Tu vas pas aller amener ta vérité, ton sentiment, ta révolte, en dehors de ce lieu-là, parce que là, la police est là, puis là, ils vont te faire payer. Et moi, ce qui a été ma police pour moi pendant les 4 ans de mon mandat, parce que là, j'étais plus dans l'enclos, mais j'étais en dehors sur la scène politico-médiatique, où se passe le vrai spectacle, qui est vraiment un spectacle, mais qui est le vrai spectacle. Là, j'étais là, puis là, il y avait les forces de répression médiatique qui étaient vraiment implacables, puis qui ont été une expérience de fou, vraiment très, très, très intéressante. Là, je suis en train d'écrire mon prochain livre là-dessus. Mais voilà, sur mon parcours engagé d'artiste. Après avoir été donc une artiste engagée, j'ai été une politicienne qui était super artiste. Et là, je reviens à l'art engagé, en espérant que le mélange des deux fertilise quelque chose pour la révolution ou l'insurrection, ou comme on voudra l'appeler. Du coup, ça va rejoindre un peu, vous avez commencé à en parler, mais on a vu notamment sur vos réseaux sociaux que vous disiez que vous rêviez un peu que l'art envahisse le monde politique et que vous considériez que le moyen de reconnecter les gens entre eux, en fait, c'était par le biais des artistes et de l'art. Et du coup, on voulait juste revenir un peu sur votre rapport à l'écriture. Donc, comme je dis, vous en avez un peu parlé avec l'école de théâtre, tout ça. Mais est-ce que vous avez toujours écrit? Comment vous avez commencé à écrire? Et du coup, est-ce que justement votre engagement politique, il a toujours été présent? Voilà, comment ça a commencé? J'ai toujours eu des... non, en fait, enfant, à un moment donné, on m'a donné un journal intime qui était qui était vraiment un journal intime d'enfant, là, avec des gros dessins. En tout cas, j'aimerais bien vous le montrer, il est beau. Mais on m'a donné ça, puis là, en me sentant un peu responsable, tu sais, quand quelqu'un te donne un cadeau, tu veux honorer le cadeau, je me suis mis à écrire, puis là, j'ai jamais arrêté d'écrire dans mon journal, fait que j'ai toujours écrit. Puis l'autre question, c'était sur... T'as dit, quand est-ce que t'as commencé à écrire? Ah oui, l'engagement. Non, ça a commencé à la fin de mon conservatoire. Je viens pas d'une famille de militants. Mon père était un conservateur. Rien, là. Il n'y avait pas vraiment de politique
un peu des instincts, mais rien de très intellectuel. Puis à la fin de mon conservatoire, on a fait... Donc, quand on fait le conservatoire à Québec, à la fin, il y a un metteur en scène invité qui vient nous faire une mise en scène. Puis c'était un metteur en scène qui avait lu Les cercueils de zinc de Svetlana Alexievitch, que vous connaissez peut-être, Svetlana Alexievitch, qui est une autrice, je crois, biélorusse, ça se peut-tu? Qui s'en va, qui interviewe des gens sur... bon, là-dessus, Les cercueils de zinc, c'était sur la guerre en Afghanistan. Puis on faisait des témoignages, on interprétait comme acteur ces textes-là. Donc, quelqu'un qui revient de la guerre en Afghanistan puis qui raconte. Puis là, c'est tellement, justement, le point de vue humain, c'était tellement pas un texte du monde diplomatique, que j'adore le monde diplomatique, mais c'était tellement pas un texte du monde diplomatique, c'était un ressenti d'humain. Je trouvais ça tellement riche que j'avais envie d'aller à la guerre. Mais là, je me suis dit non, c'est une mauvaise idée. Je vais quand même lire plein de trucs de ce genre-là, puis là, je me suis abonnée au monde diplomatique, et je suis tombée dans plein de trucs qui m'ont vraiment intéressée à la politique internationale. Fait que là, j'ai fait un bac en relations internationales et droit international, j'ai fait une maîtrise à Londres en études de la guerre, puis je suis revenue chez nous, puis finalement, je suis demeurée une artiste, et non pas une fille qui va à la guerre. Mais j'étais à une autre sorte de guerre. On va parler un petit peu des difficultés que vous avez pu rencontrer justement avec vos deux identités entre guillemets, artistes, politiciennes, et notamment la pression que vous avez pu avoir dans votre vie politique. Dans votre film Renouer, vous parlez un peu d'un besoin en fait de souffler et de sortir de l'Assemblée et aller au contact avec les gens pour peut-être revenir. Et vous parlez beaucoup du burn-out qui a abordé aussi avec les personnes que vous interrogez. Et est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti, vous, personnellement, et vous avez ressenti le besoin d'arrêter pour renouer avec le contact, les gens, la nature? Ah oui, complètement. Mais... Donc, quand je suis devenue députée, au début, j'étais juste « Ah, c'est spécial, je vais vivre plein de trucs que je connaissais pas, c'est drôle, on se fait... » C'est vraiment intéressant, tu sais, on te dit voici comment ça fonctionne les médias, faut pas que tu dises ça, faut que tu dises ça, si tu dis ça, ils vont faire ça, puis des gens pleins d'expérience avec les médias viennent te dire ce qu'ils savent, qui est vrai, mais qui en même temps te cantonne à la langue de bois finalement, puis là tu te dis je me fais élire pour faire pas ça, fait qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais me battre contre les médias qui sont une force politique réactionnaire, conservatrice, etc. Est-ce que je vais me battre contre les médias comme en ce moment, la droite populiste le fait très bien. Et est-ce que c'est ça l'avenue pour la gauche? Est-ce que mon parti va me suivre, va me défendre? Est-ce que là, il vient toutes sortes de trucs? Ou est-ce que je dis, OK, vous avez raison, je vais faire comme vous dites, puis là, je deviens la machine. Fait qu'il y avait ce dilemme-là qui était tout à coup plus une question sociale, politique, qui touchait plus les gens, parce que les gens vivent pas ça. Ou ils vivent ça à leur niveau, mais chacun dans son environnement de travail se retrouve dans des situations où ils ont des questionnements comme ça. Mais... en tout cas, moi, ce questionnement-là m'a coûté énormément d'énergie. Puis j'étais déjà quelqu'un qui travaillait comme ça à côté depuis 10 ans, avec comme tout le monde, là, à partir du moment où on devient étudiant, jeune adulte, on est voué à se tuer à l'ouvrage. C'est devenu la culture de notre temps. Quand on s'arrête, on est empli de culpabilité, comme autrefois, les catholiques étaient emplis de culpabilité par nature. Là, ben là, il nous reste ça, là, genre, on est coupable de ne pas être en train de grossir le capital de ceux qui en ont déjà trop. T'sais. Fait que ça, on vit avec ça, on vit dans ce système-là. C'est c'est l'aspect profondément intime et humain du système productiviste dans lequel on vit, c'est qu'on est nous-mêmes productivistes avec nous-mêmes, on est nous-mêmes en train d'essayer de s'auto-exploiter le plus possible pour montrer aux puissants qu'on est des bonnes personnes. Bon, ça s'intellectualise pas comme ça, mais ça se vit comme ça. Nos enfants sont comme ça aussi, on est tous là-dedans, on est mal pris, bref. Fait que j'étais déjà à la limite du burn-out avant d'être députée, mais je m'en rendais moyennement compte. Fait que là, quand est arrivé cette espèce de combat entre je vais m'attaquer aux médias parce que ça me fait trop chier de devenir ce que je me suis dit que jamais je deviendrais, puis ça fait 10 ans que je traite de con tous ceux qui le deviennent, puis là, maintenant, je vais aussi faire ça, tu sais, devenir un personnage beige qui parle la langue de bois, qui s'habille en rien, qui s'habille en élite, qui devient un personnage effacé, qui longe les murs en espérant ne pas faire de vagues pour pas que dans les sondages, je sais pas quoi. Fait que j'ai décidé de plutôt faire l'autre chose, qui m'apparaissait moins difficile à vivre, mais c'était toute de faire face aux médias puis de dire oui, je vais pas devenir ce que vous voulez que je devienne, je vais pas reculer, je vais pas me laisser intimider, donc je demeure celle qui parle comme je parle.
qui s'habille comme ça, qui n'a pas honte de ce qu'elle est. Cette posture morale, éthique, je ne sais pas comment l'appeler, mais personnelle en tout cas, m'a coûté je me suis ramassée pendant 1 an et demi dans l'œil du cyclone des médias. Là, à Noël, c'est de moi dont on parlait pendant 2 Noëls de suite, dans toutes les familles. Les médias ont fait, comme ils font souvent avec des trucs niaiseux, là, ils ont mis ça en avant, puis ils ont décidé que les chroniqueurs, les animateurs, tout ça allait parler juste de ça. Donc, tout était sujet à débat. La marque de mon auto, le vêtement que j'avais mis telle journée, le fait que j'avais juré, là. Puis en plus, au Québec, nos jurons, c'est des mots d'église super mignons, mais bon, le fait que j'avais juré à la télé, toutes sortes de trucs comme ça. Fait que ça, pour répondre à ta question de burn-out, ça m'a achevé, mais j'avais comme une batterie d'urgence qui a fait que je me suis rendue jusqu'à la fin du mandat. Quand je me suis arrêtée, maintenant que plus personne regardait, là j'ai vécu... je suis encore là-dedans, là. J'ai vécu quelques mois de reconstruction. L'écriture m'aide beaucoup, mais j'en suis là en ce moment. Bah justement, par rapport à l'écriture, est-ce que votre statut de député, le temps que vous avez passé à l'Assemblée, ça vous a entravé dans votre art, en fait? Est-ce que vous avez eu une perte d'inspiration, une sorte de syndrome de la page blanche? Au début, j'utilisais mon art pour faire des discours que je me disais, ils vont voir, ils rient de ce dont j'ai l'air, mais je vais écrire le plus beau discours qu'ils n'ont jamais entendu, blabla. J'ai fait ça pendant tant que j'avais de l'énergie. À un moment donné, c'est parti. Là, à un moment donné, le fait de 8 h du soir, de 8 h du matin à 8 h du soir à être esclave de ton téléphone qui te dit où aller, quoi faire, à qui répondre, tout ça, c'était fini. Là. J'étais plus capable d'écrire, j'étais plus capable de... Plus rien m'intéressait trop. Fait que je me suis concentrée sur des débats. Les 2 dernières années, je me suis concentrée sur des débats de mobilisation populaire qui ont super bien marché parce que j'avais gagné une influence aussi. Je parle des médias comme s'ils étaient juste des monstres, mais il y avait toute une partie des médias qui, à un moment donné, ont compris que ça donnait rien de me frapper dessus, puis que finalement, j'étais quelqu'un que quand je les appelais, ils répondaient. Fait que j'ai utilisé ça pour faire lever toutes sortes de mobilisations dans ma région autour de plusieurs enjeux que je considérais super importants. Fait que j'ai fait ça. Puis je faisais plus d'art, vraiment. Puis c'est pour ça que même si à la fin, je faisais bien ma job de député, que j'étais devenu quelqu'un de respecté dans les médias aussi, au gouvernement, pas au gouvernement, mais à l'Assemblée nationale, que j'étais devenu une espèce de figure colorée, mais bien intéressante et nécessaire à la diversité du débat public, blablabla, ben je me disais, je suis plus capable d'écrire, je suis plus capable de créer, ça va... Si je fais ça pendant 10 ans, ça reviendra jamais, fait que c'est pour ça que principalement pour ça que j'ai décidé d'arrêter, aussi pour les enfants, parce que ça avait pas d'allure. Et par rapport à votre condition de vie d'artiste, est-ce que votre statut vous a valu parfois d'être décrédibilisé de la part des autres politiciens pendant votre mandat? Et comment est-ce que vous avez vécu justement ce statut de femme engagée, artiste politicienne, et comment vous avez pu passer parfois au-dessus des polémiques que vous avez pu peut-être avoir? Mais dans la période où ça brassait vraiment, je trouvais ça fou, pareil, parce qu'on me disait... donc, le gros débat supposément public autour de mon style, c'était genre... l'argument principal de tous ceux qui me disaient que j'avais pas d'allure d'agir comme ça, que je respectais pas le décorum, que j'étais une honte pour je sais pas quoi. Leur argument principal, c'était vous êtes élu maintenant, vous représentez tous les citoyens, donc vous devriez pas là être comme ça, mais comme ça, là, j'étais comme ça, je parlais comme ça, j'étais habillée à peu près comme ça, je ressemble à beaucoup de gens, non seulement au Québec, chez nous, surtout dans mon comté, mais en plus au Québec, puis même en Occident. Je veux dire, je ressemble à, peut-être pas la manière dont je parle le français, mais sinon, je ressemble à n'importe qui. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui me ressemblent. Vous êtes tous en costard-cravate, vous parlez tous une langue que personne dans la rue ne parle jamais, puis qui ne veut rien dire, puis on se perd là-dedans, puis vous êtes supposément plus représentatif. Fait que je répondais ça quand j'avais l'occasion de le faire, mais la violence était telle, tu sais, puis ça arrêtait pas, ça durait des mois. J'avais beau dire ce que je vous dis là, vous connaissez comment c'est fait, là, le monde des médias, c'était complètement... c'était un roman dystopique, puis comme la violence était telle que je me suis dit, mais comment ils font pour aller puiser... C'est quoi ça, cette violence-là? Ça vient d'où? Pourquoi elle est populaire? Parce qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui suivent ces animateurs-là, ces chroniqueurs-là, qui embarquaient avec eux. Je recevais des tonnes de messages haineux sur mes réseaux sociaux et tout. Comment ils réussissent à susciter
envers moi de la violence à ce point-là, alors que des gens qui me ressemblent sont partout, dans les rues, dans les milieux de travail, dans tout ça, sans générer, dans les universités, sans générer cette violence-là. Puis je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a l'artiste au pouvoir n'est pas le bienvenu, la femme au pouvoir aussi n'est pas la bienvenue. Finalement, puis bon, je suis comédienne depuis que j'ai 21 ans que je suis sortie de l'école. J'utilise la parole comme arme, comme arme depuis toujours, depuis que je travaille. Fait que sans vouloir me jeter des fleurs, mais je suis juste, parce que c'est une déformation professionnelle, c'est mon travail, je suis juste meilleure avec la parole que la grosse majorité des autres députés de l'Assemblée nationale qui, quand ils ont un micro sous le nez, ils deviennent comme très, très mal. Puis ils se mettent à utiliser leur sécurité, leurs phrases apprises pour se sortir de leur malaise. Moi, j'y allais toujours sans filet comme ça parce que j'avais confiance. Ça faisait assez d'années que je travaillais avec la parole pour le faire. Et ça, cette liberté-là, on me la pardonnait pas non plus. On me faisait toutes sortes de reproches sur ça. J'avais dit un mot qui n'était pas bienvenu. J'avais dit j'avais fait une comparaison de métaphores qui n'était pas bienvenue, etc. Fait que j'ai oublié ta question, donc là, je pourrais parler vraiment longtemps en m'en allant n'importe où. C'était... Ah oui, l'artiste n'est pas bienvenu, ouais. Pour répondre à la question, l'artiste n'est pas bienvenu dans les lieux de pouvoir. Le tribun, c'est ça que je veux dire. Le tribun n'est pas le bienvenu dans des lieux de pouvoir représentatifs. C'est fou, pareil. Si t'es un tribun, t'as la capacité d'utiliser la parole pour en faire quelque chose qui porte, qui a une force, contrairement au député qui apprend ses lignes, qui n'a pas de force. Ça ne porte pas, au contraire, ça éteint. Si tu as la capacité de faire ça, on veut t'enlever de là. Fait qu'il y a quelque chose psychologiquement dans nos lieux de pouvoir représentatifs qui sont contre le pouvoir de l'art, de la parole, des mots, de tout ce qui a toujours été fort dans la littérature, dans le théâtre, les arts et tout. Bon, du coup, maintenant, on va parler davantage des luttes fécondes. Voilà. Et pour introduire nos questions, on a sélectionné 2 extraits pour que Catherine Dorion vous les lise. Ça va, vous n'avez pas trop peur pour votre divan? Les règles, 2 petits chapitres. Moi, c'est l'inverse. Je n'aime pas ceux qui aiment les règles. Les règles cherchent à moduler le désir pour rendre la vie prévisible. En nous, le désir brut et l'instinct de conformisme sont donc en constante discussion quand ils ne sont pas carrément en lutte l'un contre l'autre. Mais la discussion est déséquilibrée. Le désir s'est écrapouti devant la force de l'adversaire. Depuis quand, je ne sais pas. Je suis né en 1982. Je n'ai connu que rétrécissement. Ce dont je suis sûr, par contre, c'est que ça nous rend malheureux et impuissants et déprimés et faciles à manipuler. Je vais parler dans ce livre du désir et de ce qui lui scie les jambes. Je vais parler de ce désir qui explose lors des soulèvements populaires, ainsi que de celui qui prend feu dans la passion amoureuse, parce que les 2 participent d'une chimie très semblable. Le psychosociologue Francesco Alberoni écrivait dans son célèbre essai « Le choc amoureux » : « Qu'est-ce que tomber amoureux ? C'est l'état naissant d'un mouvement collectif à 2. Entre les grands mouvements collectifs de l'histoire et le fait de tomber amoureux, il y a une parenté très proche. La nature des forces qui se libèrent et qui agissent est du même type. De nombreuses expériences, la solidarité, la joie de vivre, le renouveau sont analogues. Le sociologue Émile Durkheim lui parlait ainsi des états d'effervescence collective et toute personne qui a déjà goûté à la passion amoureuse s'y retrouvera. L'homme qui les éprouve a l'impression qu'il est dominé par des forces qu'il ne reconnaît pas comme siennes, qui le mènent, dont il n'est pas le maître. La vie n'y est pas seulement intense, elle est qualitativement différente. Entraîné par la collectivité, l'individu se désintéresse de lui-même, s'oublie, se donne tout entier aux fins communes. À ces moments, il est vrai, cette vie plus haute est vécue avec une telle intensité et d'une manière tellement exclusive qu'elle tient presque toute la place dans les consciences, qu'elle en chasse plus ou moins complètement les préoccupations égoïstes et vulgaires. Fin de la citation. Un jour, une révolution vertueuse renverse un pouvoir pourri. Les citoyens se retrouvent dans la rue, dans un grand mouvement affectif, délicieux. À la place des vieilles récriminations acides, la bonté.
Tout ça est si clair, si vrai, qu'on s'empresse de mettre en place des institutions pour conserver dans l'avenir cette belle vertu, pour s'assurer que les jours les plus lumineux de la Révolution s'étendront dans le temps et que la pourriture ne reviendra pas, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour la suite du monde. Le problème, on le sait, c'est qu'après un temps plus ou moins long, la nouvelle organisation se sclérose et ça sent le pourri à nouveau. Pourquoi, une fois accomplie cette graduelle descente vers le dégrisement complet, ne reste-t-il toujours qu'un sentiment de désaffection et d'impuissance? Parce que nous avons tenté de figer les choses alors que l'humain, lui, n'arrête jamais son mouvement. Or, étrangement, l'institution sera la dernière chose que nous oserons remettre en question. Nous chercherons d'autres coupables. Dans la relation amoureuse, nous-mêmes ou l'autre. En politique, les boucs émissaires désignés par l'époque. Si seulement tu n'étais pas aussi renfermé sur toi-même, notre couple irait mieux. Si je travaillais moins, si nous faisions plus d'activités ensemble, si nous renvoyions les musulmans chez eux, si les partis n'étaient pas aussi électoralistes. Nous refoulons le problème pour protéger notre système conjugal ou politique parce que nous pensons ainsi protéger ce à quoi nous avons cru jadis. Mais à quoi donc? À quoi avons-nous cru? Le souvenir s'efface dans le passé. Le brouillard a tout envahi. Je vais vous lire un autre petit bout. Nous vivons dans un monde de solitude, mais il y a dans nos veines cette énergie qui cherche à nous redonner les uns aux autres, qui cherche à transformer la discontinuité en continuité, les petits points isolés en étendus. Ce chansonnier Philémon qui avait abouti chez moi à la fermeture d'un bar avec 2 autres amis, il avait chanté juste pour nous. Le moment était bon et je l'aimais comme on aime un artiste. Ses mots me touchaient, tout comme les palpitations de sa présence d'homme qui chante près de nous, d'homme qui, d'une certaine façon, se dénude. Pas envie de le déshabiller, pas non plus envie d'aller voir l'un de ses shows ou de devenir fan. Ce n'était pas ça. C'était simplement des ions qui traversaient, là, maintenant, qui se suffisaient à eux-mêmes et qui n'appelaient pas d'autre finalité qu'eux-mêmes. Je jouissais du don et lui jouissait tout autant, je pense, de sentir que nous le recevions vraiment, que nous accueillions son art en nous. Douceur entre humains qui touche la cible. J'appréciais ce moment plus que j'aurais apprécié un orgasme, au fond. Quelle obsession dans notre culture, l'orgasme, cette chose banale, ce truc zoné qui s'obtient sans même qu'on ait besoin de toucher au reste de l'être, ce court moment de plaisir que nous adorons ostensiblement pour bien montrer que nous ne sommes pas impuissants / frigides. Je ne veux pas parler dans le dos de l'orgasme, c'est sucré, c'est bon, mais je suis tannée de ce réflexe qui nous prend chaque fois qu'un être nous attire et qui nous fait bêtement penser que c'est là le seul sommet qu'il faille chercher à atteindre dans la soirée. C'est vraiment pauvre. Il y a une panoplie infinie de types de ravissement à vivre entre humains qui attendent juste un moment d'abandon de notre part pour nous prendre et nous emmener. Je parle avec une fille, j'aime sa franchise, sa pesanteur intelligente. Normalement, je ne prête pas attention à ça, que son regard me fasse quelque chose. Je note simplement que son regard est beau ou riche. Mais si j'écoute ce qui se passe en moi, si je prête attention à ce que ça me fait et si je lâche les amarres, peut-être que j'irai nager dans son regard pour voir. Je me laisserai aller dedans comme dans un hamac pendant qu'elle me parle. Mais non, je ne peux pas faire cette douce chose-là que je fais avec mes amants ou avec mes enfants. Elle va me trouver bizarre. Quel signal cela enverra-t-il? Je ne voudrais pas qu'elle pense que ou qu'elle soit mal à l'aise de. D'ailleurs, si je suis en train de penser à tout cela, c'est que je suis déjà mal à l'aise parce que dès que je regarde quelqu'un dans les yeux trop longtemps ou dès que je touche quelqu'un trop tendrement, bref, tout ce qui implique le corps, il y a alerte en moi. Il y a relation anormale. Ces alertes chez moi sont très fortes. Lorsque je jase avec une autre personne chez qui elles sont fortes également, c'est drôle, nous assoyons à des lieux de distance pour discuter. Et la distance se remplit, palpite. Si nous nous tenons aussi loin l'une de l'autre, c'est aussi parce que nous craignons notre désir. Des digues partout pour éviter. Mais éviter quoi au juste? Les chemins non défrichés? Parce que sinon ça va être quoi? Gênant? Imprévisible? Épeurant? Peur de quoi? Peur des territoires non cartographiés dans lesquels il faut se mouvoir sans codes sociaux comme des animaux qui se rencontrent dans le bois. Peur de notre propre présence. Que va-t-il se passer? La beauté des insurrections qui ouvrent des chemins nouveaux. La peur panique des installés dont les barrages s'effondrent sous la pression du désir.
Il y a un seuil au-delà duquel on ne saurait prédire ce qui arrivera. Les digues pètent sous la pression, ou bien on les abaisse dans un accès de courage, et l'horizon nous apparaît à couper le souffle. On est tout à coup en dehors de la structure, c'est la grande étendue, il n'y a plus de route tracée. Le partage entre deux personnes ou 100 000 gagne en intensité de façon soudaine et exponentielle et se crée quelque chose qui nous semble à la fois extraordinaire et extraordinairement normal. Délivrés des réflexes individualistes qui nous déterminaient jusqu'alors, nous occupons pleinement en chacun de nous l'espace de notre humanité qui jouxte tout à coup celui des autres dans une délicieuse accolade. Ce n'est pas la nature de l'union qui est importante, encore moins sa durée. C'est sa richesse dans le présent, c'est sa touffeur humaine, c'est cet aliment infiniment nécessaire à l'humain que l'union porte en elle, cet aliment de co-humanité, de meute qui se lie en direct, l'aliment les autres, sans lequel nous ne serions pas des humains. Mon ami Nicolas me racontait ce moment. Il est couché, bâillonné dans un camion, les mains attachées dans le dos. Devant lui, les mains dans le dos et bâillonnées aussi, Maryse. Leurs visages sont tout près. Ils attendent que la caméra arrive, qu'on tourne la scène, mais du côté technique, ils gossent encore quelques trucs. Nicolas trouve l'attente longue. Que faire face à une fille lorsqu'on ne peut ni lui parler ni tourner les talons? Il n'est pas pour la regarder trop longtemps, alors il glisse le regard vers le plancher, puis vers le plafond, mais c'en est presque risible. Maryse est tellement près de lui que ses regards de côté ne peuvent avoir l'air que de ce qu'ils sont, des évitements de contact visuel. Alors il lâche prise et la regarde, sans plus fuir. Un temps. Inévitablement, quelque chose se passe. C'est comme si je la voyais pour vrai tout à coup. Et je lui ai dit à travers le bâillon, « T'es belle. » Elle a compris et elle a souri. Ça fait 15 ans que je la côtoie. Je ne l'avais jamais vue pour vrai. Lorsqu'on passe outre les alertes et qu'on y va quand même, c'est tout l'humain en nous qui se met aux aguets, excité par l'imprévisibilité des choses, en corps à corps actif avec la vie. Là, nous sommes vivants. Qu'allons-nous faire ensemble une fois que nous aurons ouvert les vannes? Peut-être l'amour, peut-être parler jusqu'au matin, peut-être marcher, peut-être se prendre par la main, se regarder au fond des yeux et pleurer sans chercher à comprendre pourquoi. Peut-être s'écrire, simplement s'écrire, peut-être la révolution, peut-être juste la révolution l'un à l'autre. Tant que nous ne nous serons pas redonnés les uns aux autres, nous demeurerons faibles devant ceux qui tentent, à grand renfort de cynisme et d'écran, d'émasculer notre désir. Nous demeurerons divisibles. Pas besoin de brailler tous ensemble dans un grand cercle en se tenant par la main et en chantant « Arum Barum Patacloc ». Se refamiliariser avec l'imprévisible serait déjà un hostie de début. Voilà. Merci pour la lecture. Du coup, dans cet ouvrage, Les luttes fécondes, notamment dans le premier extrait, vous citez l'œuvre de Francesco Alberoni, qui voit le sentiment amoureux comme la naissance d'un mouvement collectif. Et pour ceux qui étaient là l'année dernière, on en avait un peu parlé. Mais du coup, tout au long des luttes fécondes, finalement, vous rapprochez le sentiment amoureux et le désir envers l'autre avec un désir de révolution. Et c'est vrai que peut-être d'un regard extérieur, ça peut être un peu difficile de faire le lien. Et du coup, on voulait vous demander comment ça vous était venu, comment vous avez fait ce lien. Et voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez connecté ces deux notions? Ouais, je m'en souviens plus. Mais c'est vrai que... Mais je pense que les premières luttes politiques dans lesquelles je me suis vraiment engagée avec tout mon corps et toute mon âme, tu sais, pas juste en écrivant ou en faisant des discours, mais tu sais, comme où j'ai senti que là, mon émotion était en jeu et bref, où je mouillais ma chemise pour vrai, c'est des luttes à l'intérieur du couple. Pendant plusieurs relations, jusqu'à ce que j'écrive le livre, en fait, j'étais celles et ceux qui sont bien ferrés sur les idées féministes vont comprendre ce que je dis, mais c'est le couple est un lieu de pouvoir automatique, là. C'est première entité politique, 2 personnes. Puis tout comme la famille et tout le reste, là, mais bon. Ma fille est là, fait que j'en dirai pas trop. Sur à quel point elle pourrait faire la révolution dans la famille si elle voulait.
Mais heureusement, elle est en train de faire son petit jeu. Fait que ouais, fait que, donc, ça a été ça. Je me rappelle avoir fait ces luttes-là en expérimentant des techniques carrément, des stratégies, OK, je me sens faiblir, je me sens accepter la domination dans telle ou telle situation. Là, j'allais voir ma mère, des livres de psychologues qui disent comment combattre, bref, dans des situations où psychologiquement on se sent tout petit. Puis j'ai essayé des trucs, puis peu à peu, avec ces trucs-là, je me faisais plein de réflexions. Je me disais, mais dans le fond, c'est ça qu'on devrait... C'est des techniques contre le pouvoir, tu sais. C'est des techniques pour refuser que s'applique sur nous un pouvoir. Fait que collectivement, c'est la même chose. Faut montrer que t'as pas peur. Faut demeurer... L'autre nous dit, si tu fais pas ça, je vais t'attaquer. Il faut dire, d'accord, vas-y, on va essayer, allons-y, tu sais. Faut comme rester dans ces limites-là ou dire... je marche plus dans ton truc si tu restes comme ça. Là, fait que, en tout cas, bref, j'ai fait des liens. D'accord. Et du coup, une question plus sur la construction de l'ouvrage, parce que du coup, il y a un mélange entre donc, vos histoires personnelles, il y a des citations d'auteurs, d'autrices, d'artistes, d'amis. Et du coup, je voulais savoir comment vous avez construit cet ouvrage, comment vous l'avez organisé, et puis il y a même des images. J'ai un défaut là, quand je me mets à écrire, puis j'ai le même problème en ce moment avec le livre que je suis en train d'écrire, c'est que c'est comme si j'écrivais comme si j'allais chez le psy, fait que je raconte tout le temps la même histoire, mais un chapitre raconte tout, le deuxième raconte tout d'une manière différente, le troisième raconte tout, puis je m'en rends pas compte, c'est comme si je me fais une ritournelle dans ma tête, c'est ce que j'ai besoin d'exprimer à ce moment-là. Mais après, quand j'essaie de mettre de l'ordre là-dedans, ben là, c'est pas très intéressant de cette manière-là. Fait que ce que ça a donné avec ça, la fille qui faisait l'édition avec moi m'a dit ce que je viens de dire, en fait. Voici comment tu as construit ton livre. Et c'est un peu, faudrait pas faire ça parce que là, ça tourne en rond tout le temps. Fait que il faut qu'on le travaille ensemble. Puis elle m'a donné des devoirs, en fait, où elle disait garde-en pour, garde une partie de ta réflexion pour la fin parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt à le lire jusqu'au bout. En retravaillant ça, ça a donné ça qui reste quand même. Donc, ça s'est beaucoup amélioré. Merci Caroline R. Paquette, qui n'est pas ici en ce moment, mais qui est une éditrice qui a fait le travail d'édition avec moi là-dessus, puis qui était vraiment très structurante. Ça m'aide. Moi, j'ai beaucoup besoin. À chaque fois que je fais une œuvre d'art, je fais tout le temps des laboratoires. Quand c'est un show, un livre, j'ai besoin d'avoir l'input des autres pour comprendre qu'est-ce qui peut, en bon québécois, gosser, déranger, tiquer. Là, je ne sais pas trop comment je traduirais ça en argot d'ici. Mais à la fin, ça donnait quelque chose qui correspondait à ce qu'elle m'avait demandé, mais qui était quand même très... bref, tous les chapitres n'ont pas toujours l'air de suivre. C'est des moments, c'est comme des pensées. Bref, c'est une espèce de variation sur le thème de la lutte. Et en quoi la lutte est pas... On a appris à voir la lutte comme un endroit où il y a une perte d'énergie, mais c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Là. Bon, je vous ai raconté que ma lutte avec les grands médias en avait été une. Il y a peut-être... Si on avait été 20 députés à faire ce que j'ai fait, ça aurait probablement donné quelque chose de bien différent. Fait que ouais, voilà. Mais ce qu'on sent très bien, et là je trouve que dans les extraits on l'a bien entendu, c'est que ce fonctionnement-là permet d'articuler non seulement effectivement amour et politique, mais aussi l'intime et le collectif. Enfin c'est un peu lié, mais et dans cette écriture-là, parce que ça fait vraiment essai à tous les sens du terme. Je réfléchis à moi, voilà, je savais pas que c'était une démarche aussi comme ça. Personnel et en même temps réflexion générale sur l'état et sur certains événements. Et ce que je me demandais par rapport à ça, c'est que tu disais tout à l'heure, tu l'as dit dans des entretiens aussi, que la scène médiatique était un spectacle et que ça avait été finalement la difficulté pour toi avait été de ce qu'on t'attaque pas personnellement. Et on peut estimer que la création artistique, au contraire, c'est une manière d'assumer, d'afficher, voire quelque chose comme ça, de la singularité. Donc, est-ce que de même que tu as essayé d'éviter le personnel dans le moment politique et en même temps de l'apporter, enfin ce que tu nous expliquais tout à l'heure, d'apporter quelque chose d'individuel, maintenant dans le travail que tu vas faire avec cette expérience-là,
tu vas garder cette dimension-là de réflexion collective, de mobilisation collective. Enfin, je pense aussi que à tous les moments où pendant ton mandat de député, tu as beaucoup délégué la parole, fait parler d'autres, voilà, essayer d'être vraiment représentante, mais en laissant pour les vœux, pour les choses comme ça. Enfin, est-ce que ça va générer une manière d'écrire peut-être un peu moins personnelle, finalement, paradoxalement, et qui réutilisera cette dimension collective ou ce statut de représentante? C'est une réflexion que je me fais en ce moment. Je me demande comment j'oriente le livre que je suis en train d'écrire, parce que ça, je pars là-dedans, il y a plein d'anecdotes ultra personnelles, super intimes, que je mélange avec des anecdotes de la lutte politique. Après, j'arrive pendant 4 ans en politique, puis les discours que je fais, il y a toutes sortes de choses qu'on peut plus dire, même quand on se dit, moi, je vais garder mon originalité. Par exemple, je vous dis à vous, les médias sont des représentants du pouvoir, ils sont les chiens de garde du pouvoir, mais là, t'as plein de journalistes qui diraient genre « Hey, pas moi! Non, 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 ou genre « Nous, notre petit média indépendant, il est super cool. » Mais oui. Mais je veux dire, tu sais, bon, c'est très difficile de se mettre à avoir une pensée, une parole cohérente quand il faut toujours faire attention à ce que personne soit fâché, ça devient peu à peu la nature du politicien, parce que tu parles, puis là, tu fais des généralisations, comme on en fait tous tout le temps, là, ça fait partie. J'ai parlé du milieu littéraire, du monde des arts, je pourrais dire des choses sur la France. On peut pas parler sans généralisation. Un mot est une généralisation, là, tu sais, c'est un concept qui... Bon. Fait que dans la parole, c'est très dérangeant de devoir parler en tant que politicien sans vouloir heurter des gens. Puis quand tu dis « je m'en fous », ben t'as des gens qui sont sincèrement heurtés, qui t'arrivent, tu sais, puis qui disent « ben moi, mon histoire, c'est que si, ça, puis ça me représente pas ». Puis c'est très difficile de rester avec cette liberté de parole-là. Fait que ça a fini par me contaminer. Puis maintenant, quand j'écris mon livre, je me dis, qu'est-ce que je fais? Il faut que je fasse un choix de style, de forme. Est-ce que j'essaie de faire quelque chose qui est plus un essai, puis que dans quoi tout le monde va pouvoir se sentir inclus, le plus grand nombre de personnes possible, puis pour que ces gens-là puissent comprendre l'expérience d'arriver comme artiste à l'Assemblée nationale. C'est un livre aussi sur le workaholisme, sur le burn-out auquel nous sommes tous voués si on ne change pas les choses. Et tout ça. Fait que qu'est-ce que je fais? Tu sais, un essai où tout le monde va dire genre « c'est intéressant, c'est bien un essai à lire » ou est-ce que je fais quelque chose qui, je décide que je m'en crisse complètement, puis que ça va être une parole très individuelle, mais en même temps, le très intime, c'est universel. On a tous un très intime qui parle avec une vérité, avec une énergie, Puis quand on lit des auteurs qui vont... Vous connaissez sûrement, là, l'intime, l'universel, c'est lié. Bon, bref. Fait que je me le demande. J'ai envie de faire ce côté-là, c'est-à-dire j'ai envie de faire, tant pis, je m'en fous, je vais faire une œuvre d'art, ça va être un cri, un jet. Ils diront ce qu'ils voudront, je m'en fous, puis certains vont se lier à ça, mais profondément. Mais tout le thème du livre, c'est sur comment notre énergie nous est sucée constamment par le système, puis qu'on en a plus, puis qu'on est tous tellement épuisés, puis c'est tellement difficile de trouver le filon de l'énergie. Puis c'est justement ça, est-ce que j'ai l'énergie de dire ma vérité? Tu sais, c'est fou, on en est rendu là où des artistes se posent cette question-là, mais je sais que je suis pas toute seule, tu sais... Ça coûte cher de rester fidèle à soi-même. Je dirais que ça coûte cher de plus en plus. Puis c'est pour ça qu'il y a plein de beaux petits journaux anarchistes avec plein d'anonymes qui écrivent là-dedans des trucs vraiment extraordinaires. Mais voilà, j'ai la question que je me pose. Est-ce que j'ai l'énergie d'assumer ça? Ben, je pense que oui, là, je vais essayer. L'énergie et le temps aussi, parce que c'est sous-jacent, mais il y a eu tout un moment où tu as réfléchi sur ça, enfin, sur cette manière de retrouver du temps et des espaces de discussion comme ça où on pense pas tout le temps à l'urgence en fait. Ouais, puis tu sais, nous, quand on a fait le film Renoué, on se promenait, puis en fait, ce qu'on voulait, c'est faire contrepoids aux médias qui sont juste dans ce qui fait débat. Donc, qu'est-ce qui divise les gens? On va faire notre émission là-dessus. Fait que là, les gens sont cuisinés à longueur de journée sur ce qui est divisif. On s'est dit, et qu'est-ce qui pourrait, tu sais, quel pourrait être le point de départ d'une ébauche de projet de société? Comme on n'a plus de projet de société, il faudrait trouver des choses qui touchent tout le monde, puis c'est sûr que ça existe. Fait qu'on est allé dans des communautés ultra disparates qui, normalement, sont mises en opposition l'une avec l'autre dans les médias et tout ça, pour leur demander, avec des questions qui étaient pas du tout de type médiatique, là, tu sais, qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu souhaites pour le Québec? C'est quoi ton rêve pour l'avenir? Qu'est-ce qui te tient à cœur, tu sais? Ce qui faisait que les gens parlaient en ayant presque les larmes aux yeux, c'était, ça revenait tout le temps, c'était le manque de temps pour prendre soin des gens qu'ils aiment,
la culpabilité de ne pas pouvoir prendre soin de ses enfants assez, de sa mère qui est vieillissante assez, puis le manque de temps pour prendre soin aussi de son environnement immédiat. Tu sais, on peut pas, à gauche, on va dire on veut défendre nos quartiers, nos villages, mais eux, ils ont envie les gens qui sont pas politisés ou qui sont moins politisés, mais moins cultivés vont dire tu sais, j'aimerais ça, que ce petit bar-là fonctionne, qu'on puisse se créer une gang, on pourrait se faire un jardin en arrière, tu sais, puis mettre à profit des connaissances qu'ils ont. Tout ça. On manque de temps pour prendre soin des gens qu'on aime, pour prendre soin du territoire qu'on aime. Ça, c'est un truc qui va chercher vraiment tout le monde. Puis le film commence là-dessus, c'est un peu basé là-dessus. Il y a d'autres souhaits aussi, tu sais, mais je me disais, je suis en train de vivre je suis en train d'être pris dans un système qui me fait vivre ce que tout le monde vit, dans le fond. Je peux comprendre l'infirmière, la fille qui s'occupe des vieux à domicile, tu sais, OK, on est tous pris là-dedans. Et puis moi-même, comme autrice, je suis mal pris avec mon travail. Comme artiste, je suis mal pris avec mon travail, comme d'autres. Tu sais, quand des infirmières te disent, moi, ce que je fais avec les vieux, là, c'est-à-dire, j'ai pas de temps pour leur faire. Comme députée, j'entendais des trucs, tu sais, on n'a pas le temps de faire au monsieur qui a un début d'Alzheimer, ça marche d'une demi-heure par jour. Comme on n'a pas le temps, il devient agité, il commence à engueuler les autres. Fait que là, on lui donne une piqûre, puis on l'attache. Puis c'est ça qu'on fait avec le vieux, parce qu'on n'a pas d'autres moyens, parce que la piqûre, puis l'attacher, ça prend 3 minutes, puis le faire marcher, ça prend une demi-heure, puis on n'a pas ce temps-là. Fait qu'on fait ça. Elle dit l'impact que ça a sur moi comme infirmière, qui a voulu faire ce métier-là pour soigner des gens, qui a voulu faire ce métier-là parce que j'avais en moi le désir de prendre soin, c'est un impact catastrophique. Le soir, j'arrive chez nous, puis je pense à ça en boucle, puis je me dis voyons donc, puis après, cette butée au pouvoir qui dit c'est comme ça, ferme ta gueule, c'est extrêmement violent sur une psychologie. Puis ça fait qu'elle ne fait pas ce qu'elle a l'impression de vouloir faire en lien avec sa pensée, avec son désir de prendre soin. Les artistes, les créateurs sont pris là-dedans aussi. Puis moi, je me considère autant pris là-dedans dans mon écriture que les politiciens. On les déteste assez facilement, les politiciens, mais ils sont pris dans une machine qui leur fait payer très, très cher le fait de ne pas être aussi plates qu'ils sont, tu sais. Est-ce qu'ils ont l'énergie? Est-ce qu'ils ont la couenne pour recevoir les coups qu'ils vont recevoir s'ils décident de faire autrement? Donc, c'est ça. On est comme tous pris dans une urgence qui nous empêche d'agir puis qui nous rend de plus en plus manipulables. Là, c'est l'heure des questions que j'ai vues sur le petit panneau. Du coup, tu disais que le milieu artistique, c'est une sorte d'enclos, mais à entendre ton témoignage, finalement, le Parlement, est-ce que c'est pas aussi une sorte d'enclos, en plus super hostile, avec vraiment un système médiatique prédateur et est-ce que moi c'est vraiment une question que je me pose, est-ce qu'aller en politique c'est utile et notamment est-ce que ça peut nous donner du courage d'avoir des victoires électorales et notamment aussi tant que j'ai le micro je me pose vachement la question puisqu'on connaît pas trop ce qui se passe au Québec mais quel impact peut avoir le mouvement en France. Est-ce que, par exemple, les chiffres et les résultats qu'ont obtenus la France Insoumise, est-ce que ça a boosté Québec solidaire? Est-ce que ça vous a donné du courage? Voilà. Oui, c'est un enclos à l'extérieur. Donc, comme je disais tantôt, mon image d'enclos à manifestant, en dehors c'est un enclos de liberté cernée. Comme maintenant, la plus grosse fête, la fête nationale au Québec, là, avant, c'était 200 000 personnes sur les plaines au centre-ville de Québec qui se pétaient la fiole puis qui partaient dans tous les coins. La ville était emplie de fêtards. Ça durait une journée et demie. Puis la police était comme « OK, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. On va être... à part briser des vitres, non. » là. Merde, non, c'est pas vrai. Mais... Maintenant, il y a un périmètre festif. Puis c'est une grande clôture, puis c'est écrit périmètre festif. Puis quand tu veux aller à la Saint-Jean, la police te dit c'est par là, c'est par là. Puis là, tu fais la file, t'as pas le droit d'amener ta bière parce qu'ils veulent que tu achètes la bière du commanditaire. Bref, c'est un peu une autre image d'enclos. Donc à l'extérieur de l'enclos, c'est sûr qu'il y a de la police partout. Fait que là, personne ne se sent libre, tu sais. Dans le monde artistique, au moins, à l'intérieur des clôtures, la liberté est permise. Mais quelle liberté, tu sais? Qu'est-ce que tu fais avec cette liberté-là? Est-ce que ça vaut la peine d'aller en politique? Moi, je vois l'image que j'ai, là, je suis en train de travailler là-dessus sur mon prochain livre, mais c'est que
la société, c'est un peu comme une salle de spectacle où t'as dans le noir, les citoyens, les gens sont dans le noir assis, puis genre, faites pas de bruit, puis ta gueule. Ça se passe sur la scène. Si tu veux parler, va sur la scène. Fais comme tout le monde qui veut parler, va sur la scène. Donc, va dans les médias ou va à l'Assemblée nationale. Bon. Sur la scène, il y a les députés sont comme des acteurs de télé-réalité où ils sont payés, ils sont gratuits, là, puis ils font les personnages, puis c'est les médias qui décident quels traits ils vont faire ressortir et tout ça. Les metteurs en scène du show, ceux qui prennent les décisions du show, c'est les médias, la classe médiatique. Et contrairement à comme ça devrait être, c'est-à-dire les représentants du peuple arrivent et disent « Nous avons besoin de ceci » et les médias réagissent, c'est l'inverse. Là, nous, comme politiciens, chaque matin, on arrivait « Qu'est-ce que les médias disent ce matin? D'accord, on va réagir à ça, 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 ça. » On n'est jamais les moteurs de ce dont on va parler, c'est les médias qui choisissent le discours. Les médias sont un pouvoir. Là. Bon, en France, c'est particulièrement vrai. Là. Je veux dire, c'est possédé par des gens qui sont des hommes de pouvoir qui veulent le reconduire. Fait que, est-ce que ça vaut la peine d'aller essayer de hijacker ce spectacle-là? Moi, j'ai envie d'essayer, on le sait pas. T'sais. Moi, je pense pas qu'on le sait. Là. Je pense pas qu'on peut le savoir. Tout le monde peut avoir une opinion là-dessus, mais comme clairement, on sait pas quoi faire, comme on est impuissant, comme ceux qui veulent changer de système sont comme qu'est-ce qu'on essaie, tu sais, puis tout le monde s'ostine, puis fait des podcasts sur qu'est-ce qu'on doit faire, puis mais à un moment donné, tu sais, faut essayer des choses, n'importe quoi, là, tu sais. Puis en art, c'est ça, en théâtre, en impro, on parle d'un truc, ça fait 15 minutes qu'on a une idée, arrêtons d'en parler, testons-la, parce que sinon on va se perdre, tu sais. On la teste, puis là on le voit, non, ça marche pas, oui, ça marche. Fait que pour moi, faire ça, me faire élire, c'était ça. C'était comme allons voir, tu sais, je sais pas moi, puis si j'y vais, je vais apprendre des trucs là, je vais peut-être réussir à faire voir des écueils qu'on savait pas qu'ils existaient ou que, tu sais, bref, éclairer un peu la carte de que faire pour changer de système. Peut-être que ça sert à rien, mais moi, si ça tente à quelqu'un, ça te tente. Puis si tu sais, ça te tente pour des raisons qui sont je vais aller voir ça, ben go, tu sais, on va voir ce que ça donne. Puis il y a un danger de se perdre, il y a un danger de tomber malade, il y a toutes sortes de dangers, mais en même temps, c'est bon, faire ça puis faire quoi d'autre, tu sais, on peut essayer plein de trucs en fait. Ouais, c'est une réponse un peu floue, mais c'est ça. Il y a une autre question d'ailleurs? Donc moi, je voulais vous remercier pour mettre en phase sur cette vérité psychologique dans l'espace public, dans le discours politique, parce que pour moi, c'est un enjeu très important, car moi, je m'adresse au milieu postcolonial, plus précisément au milieu, aux individus qui sont entre différentes cultures. Donc il y a ces questions plurilingues, pluriculturelles, et c'est très difficile de légitimer sa propre voix, notamment quand on est algérien, sénégalais, ou je sais pas, c'est juste des exemples. Et cet enjeu m'intéresse aussi en ce qui concerne le contexte post-communiste, parce que nous, comme on était sous l'influence russe pendant une certaine époque, on a cette optique de binarité justement de discours. Donc il y a un discours d'extrême gouvernemental, et il y a ce discours d'opposition. Donc les médias, ce sont juste deux pôles, et on doit souscrire à quelque chose, et on a envie de créer son propre discours, d'avoir cette légitimité, d'avoir le droit à sa propre parole. Et c'est ça ce qui est très important pour moi. Effectivement, c'est très difficile d'avoir droit à sa propre parole. T'as demandé si ça avait influencé Québec solidaire. C'est sûr qu'il y a beaucoup de liens. On regarde ce qui se passe ailleurs, là, aux États-Unis, en France, on regarde beaucoup ça. Fait que la France insoumise, c'est intéressant de regarder ça. Mais je peux quand même vous dire que notre gouvernement, il y a quelques mois, avait décidé de hausser l'âge de la retraite, et qu'il y a genre quelques semaines, il a fait comme OK, non, finalement. Puis c'est sûr que ça a rapport avec, je veux dire, il n'y a pas eu de bataille au Québec. Oui, il y en a eu une petite, les syndicats ont parlé, là, il y a eu du brassage un peu, mais c'est grâce aux Français, c'est sûr. Fait que vous avez déjà fait reculer un gouvernement, merci. Bon, ils vont se réessayer, là, ils vont attendre que ça se calme, mais enfin. Oui, du coup, bonjour, ça me fait bizarre de parler avec un micro. C'était pour te demander, en fait, t'as un peu l'espèce de double étiquette, donc artiste et donc dans la politique. Et je sais que moi, autour de moi, je vois beaucoup de gens qui ne s'intéressent plus à la politique, et même d'ailleurs au milieu artistique, ou alors qui n'a pas forcément les grilles de lecture, parce que mine de rien, aujourd'hui, même les milieux artistiques, s'il faut vraiment s'intéresser, il faut avoir eu la chance de parler à des gens, de parler à... Et en fait, je me demandais si autour de toi, de par ce que tu as vécu, de par les gens que tu as rencontrés, tu avais l'impression d'intéresser
les gens et de pouvoir leur permettre d'accéder à cette connaissance, d'accéder à, ne serait-ce qu'à raisonner, à pouvoir réfléchir, à pouvoir discuter avec les gens. Enfin voilà, c'est un peu vaste, mais voilà. Ma posture au Québec, c'était que on a un problème, là, la gauche, la droite. La gauche est élitiste, sans trop toujours... c'est pas une accusation, mais... En fait, nous, on le voit, là, dans les quartiers où les gens sont éduqués, ça vote plus à gauche. Dans les quartiers où ils sont moins éduqués, où ils ont moins de moyens, ça vote à droite. La droite a réussi ce tour de force-là là, depuis les années 80. Ça s'améliore là-dedans. Puis là, c'est son... Puis là, la gauche s'est mise à détester ces gens-là qui votaient à droite, qui étaient finalement souvent des ouvriers. Fait qu'il s'est créé une espèce de scission. Puis moi, ces gens-là, je me sens plus à l'aise avec une gang de gens qui travaillent pour Hydro-Québec ou ils refont les rues qu'avec le milieu culturel. Puis je sais pas pourquoi, mais j'aime mieux ces gens-là. Je me sens mieux dedans. Puis, mais j'aime aussi les autres milieux. Là. J'ai pas de problème vraiment avec personne. Mais bref. J'aime leur façon d'être. Je trouve qu'il y a une richesse culturelle dans leur façon de parler, de raisonner, tout ça, qui est facilement balayé du revers de la main par les gens plus éduqués. Fait que quand tu dis est-ce que tu permets à ces gens-là d'accéder à quelque chose, moi je trouve au contraire que ces gens-là sont pleins de culture, mais on leur dit depuis donc tous les gens qui pensent qu'ils peuvent pas faire partie du milieu culturel, pas faire de l'art ou pas faire de la politique, il y en a beaucoup qui n'ont pas de bonne raison de penser ça. Un artiste n'a pas besoin de connaître les réseaux artistiques ou de savoir ce qu'est l'art, ou tu sais, il peut désirer apprendre, chacun va faire son chemin, mais je veux dire, on a vu énormément de gens super intéressants venir d'un milieu improbable pour ce qui par rapport à ce qu'ils ont fait, je veux dire. Fait que moi, ce que j'aimais, au lieu de dire voici comment vous pouvez accéder, c'était moi de me rendre à eux. Moi, j'avais un micro, j'avais une possibilité, j'avais de l'attention médiatique, fait que j'ai essayé de détourner ça vers eux comme je pouvais, quand je pouvais, pour montrer des choses aussi qui étaient, vous avez, les médias vont nous faire une image cliché de tel type de personne, ben voici quand cette personne-là parle, comment c'est différent, comment c'est autre chose finalement, comment c'est beau, c'est touchant. Puis c'est ça qu'on a fait aussi dans Renouer. Les gens qui sont dans le documentaire sont pas des gens qui ont des postes ou des noms. C'est vraiment juste n'importe qui. Que quelqu'un nous a dit « Ah, lui, il est le fun à écouter. » Ce monsieur-là, il est drôle quand il parle. Bon. Ou là, on a interrogé plein de gens comme ça. Puis, fait que c'est... Puis de les mettre dans un documentaire, c'est déjà une façon de dire « Regarde, ils font partie, leur parole est célébrée. » Puis j'ai toujours été un petit peu frustrée contre les milieux. Là. Je sais pas si c'est parce que je me suis fait vraiment intimider à l'école primaire puis que j'arrivais pas à faire partie puis que j'ai dit « Fuck you, de bord, je ferai pas partie. » Mais j'aime beaucoup ceux qui sont... c'est bête à dire, mais pas nécessairement fiers d'appartenir à un milieu parce que tout à coup, t'as comme une belle... quelque chose qui se défend pas, qui arrive pas avec une espèce d'orgueil, tu sais, bon, bref. Puis ils sont faciles d'accès, tu sais. Bonjour. Je voulais savoir si vous avez observé une différence dans votre travail artistique entre la période avant la députation et après. Est-ce que la forme du travail a changé? Est-ce que la langue utilisée a changé? Est-ce que l'intention a changé? Ou l'énergie ou d'autres choses? Dans la forme, tout ça, j'en parlais un peu tantôt, c'est depuis novembre que je suis plus députée. Fait que c'est encore récent, puis donc j'ai pas vraiment fait d'œuvre à part mon livre sur lequel je travaille en ce moment. Mais pour celui-là, je me pose toutes ces questions-là. Qu'est-ce qui va avoir changé? Je me rends compte en lisant mon autre livre, Les luttes fécondes, que j'ai écrit juste avant d'être députée, que je suis encore ça, là, mais il y a une partie de moi qui voit la personne encore vierge qui était là-dedans, parce que la violence que là, je ne veux pas être victimiste, mais la violence que j'ai vécue sans que personne puisse réellement... Tu sais, si j'avais vécu une agression sexuelle, ça aurait été horrible, mais j'aurais été voir d'autres personnes qui ont vécu une agression sexuelle qui bon. Puis là, je me demandais un peu qui pourrait me comprendre. Tu sais, mes amis étaient comme, je sais pas comment tu fais.
je sais pas comment tu fais. Puis tous mes supports habituels étaient effarés. Puis ils me disaient quasiment, va-t'en de là. Puis j'étais, mais non, parce que Chris, ils vont. Ça veut dire que tout ce que je vais avoir vécu jusqu'à maintenant va avoir été pour rien, parce que là, je vais montrer que quand t'essayes, ils t'écrasent. Je voulais pas me montrer ça. Je savais que plein de monde regardait. J'avais énormément de monde qui m'encourageait, qui voulait pas que je lâche, tout ça. Fait que j'avais comme un peu l'obligation du personnage de la pièce qui peut pas décider que ça finit mal, tu sais. Fait que cette violence-là vécue, finalement, c'est comme un peu un déviergeage de la violence qui est tout le temps sourde et taboue, comme dans notre société, puis qui... Pas tout le temps, parce qu'évidemment, des gens vivent de la vraie violence, et bon, ça... Vous comprenez ce que je veux dire? Et qui est souvent tabou, comme ça, caché, puis qui, là, quand ça devient all-in, le maximum... Pour la violence psychologique, médiatique, les menaces de mort sur les réseaux sociaux, c'était tellement gros que là, je sais que ça, je regarde mon livre et je me dis, oh mon Dieu, c'est clair que je savais pas ce que c'est. Là, ça m'a changé. Ça va avoir fait ça à ma trajectoire, c'est sûr. Mais là, c'est vraiment tôt, je sais pas comment. Ouais. Je sais pas aussi comment, est-ce que je veux que cette violence-là fasse partie de l'autre livre, ou de mon livre ou pas? Est-ce que je veux... qu'est-ce qu'on fait avec ça? T'sais? Merci, enfin une femme qui pose une question. On va donc regarder Renoué. Mais alors d'abord, je voulais juste dire qu'il y a que Catherine sera là donc vendredi. On fait une journée d'études avec notamment Arnaud Bertina qui reviendra sur la photographie. On dialoguera aussi avec Olivia Rosenthal. Et puis en fin d'après-midi, on dialoguera avec Catherine, et puis peut-être vous êtes les bienvenus parce que vous avez des questions sur l'intermédialité, et c'est l'occasion de la journée d'études, donc voilà, ou plutôt au rapport des différentes formes, parce que voilà, là il y a cet essai qu'on a évoqué, les luttes fécondes, il y a ça qui est les mêmes enjeux mais sous forme romanesque. C'est un livre jeunesse. Mais sur aussi entrée en politique, entrée en amour, et puis il y a l'islam qu'on a un peu évoqué, et puis d'autres choses, enfin on discutera de ça. Et puis à 18h30, surtout à l'espace Mendes France, donc le planétarium, il y aura une performance musicale avec deux musiciennes, de Catherine, sur un texte, soit je sais pas si des extraits là ou des choses d'une... Non, ça va être du spoken word d'islam. Bon. Voilà, donc 18h30, vendredi, à l'Espace Mendes France. Et puis, ça va continuer après parce qu'il y a le Théâtre de l'Union à côté de Limoges, une compagnie comme ça qui est en train de mettre en scène les luttes fécondes. Donc, on va aller les voir jeudi prochain. Et puis, il y a l'idée de les faire venir à Poitiers un moment, peut-être fin juin, je vous redirai ça. Enfin, je mettrai un message. Puis, mais voilà, si jamais vous êtes encore dans les parages, peut-être qu'on pourrait avoir un premier état de leur travail à ce moment-là, autour des luttes fécondes. Et puis, on verra après. Merci pour votre écoute.